Bonjour, je suis Lynne Beauchamp, présidente du conseil d'administration de Synapse-C et je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à la rencontre internationale Data Écoculture. Please note that there's simultaneous translation by clicking on... Veuillez noter qu'il y a de la traduction simultanée au bas de l'écran. Vous pouvez choisir votre langue. Un service de traduction est offert. Veuillez sélectionner la langue de votre choix en cliquant sur l'option en haut de votre écran. Aussi, la session est enregistrée et sera retransmise. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur l'enregistrement, merci d'éteindre votre caméra. Data Écoculture rassemble une riche coalition de personnes œuvrant dans les domaines de la culture et de l'utilisation des données. Au cours des 3 prochains jours, vous êtes plus de 1200 participants provenant de 27 pays. Artistes, chercheurs, entrepreneurs, décideurs, représentants d'organismes culturels, vous convergez vers cet événement pour partager vos expériences, pour transférer vos connaissances, afin que l'on comprenne mieux, à travers les données, nos audiences, nos publics. Les enjeux d'inclusion et de diversité s'inscrivent comme un thème transversal à nos discussions. J'invite la directrice générale de Synapse-C, Mme Diane de Courcy, à présenter des salutations particulières aux communautés autochtones du Québec et du Canada. Alors que nous nous rencontrons aujourd'hui sur une plateforme virtuelle, nous aimerions prendre un moment pour reconnaître l'importance des terres que nous appelons chez nous. D'un océan à l'autre du Canada, nous reconnaissons le territoire ancestral et non cédé de tous les Inuits, Métis et membres des Premières Nations qui considèrent ce pays comme leur foyer. Par exemple, à Toronto, nous nous trouvons sur les territoires traditionnels des Mississauga de Credit, des Haudenosaunee, des Anishinaabe et des Hurons-Wendat, mais aussi dans une ville qui est un lieu de rassemblement important pour les Autochtones de tout le Canada, y compris les Métis. Les 10 Premières Nations de Montréal au Québec comprennent les Cris, les Micmacs, les Naskapis, les Algonquins, les Montagnais, les Abénakis, les Mohawks, les Atikamekw, les Hurons et les Malécites, et Montréal abrite une importante communauté inuite. Nous reconnaissons ces peuples et ces terres afin de réaffirmer notre engagement et notre responsabilité dans l'amélioration des relations entre les nations et notre propre compréhension des peuples autochtones locaux et de leur culture. Veuillez vous joindre à moi pour reconnaître les valeurs, les perspectives, les langues et les cultures qui peuvent nous guider et nous inspirer. Le rôle des peuples autochtones en tant que gardiens et intendants des terres et pour réfléchir à comment nous sommes et pouvons chacun, à notre manière, essayer d'aller de l'avant dans un esprit de réconciliation et de collaboration, et ce, même dans le monde de la donnée. Merci, Diane. J'aimerais vous présenter les 2 autres initiateurs de l'événement international Data Écoculture, OCAD University et The Audience Agency. Madame Sarah Diamond de OCAD University, je vous invite à vous présenter et je vous remercie tout particulièrement pour votre engagement. Je vous invite à nous expliquer pourquoi vous vous êtes engagé si fortement dans l'organisation de cet événement. Merci, Lise. So I am the president emeritus. Merci, je suis présidente émérita and I'm also the director of the de OCAD Université. Et ça a été un grand plaisir pour l'Université OCAD de participer avec Synapse-C et l'agence Audience pour créer cet événement. Ça a été tout un processus dynamique, caractéristique des journées à venir. J'aimerais également remercier le soutien. Nous participons en tant qu'Université OCAD parce que nous reconnaissons le pouvoir des données lorsqu'elles sont analysées, interprétées, partagées de façon éthique pour amener toutes les parties prenantes autour de la culture. Les données ont été très importantes pour pouvoir voir vers le futur à travers ces temps difficiles de la COVID-19. Et la culture a été un des rayons de lumière à travers ces journées difficiles. Nous faisons de la recherche
recherche qui se base sur les données et créons des données pour éduquer les prochaines générations d'artistes, penseurs et de nous assurer qu'ils comprennent les données pour augmenter un auditoire, créer des pratiques. Et l'Université OCAD également a des créateurs autochtones de race noire et d'autres. Et les données sont importantes pour cette diversité. On peut utiliser les données pour poser les bonnes questions et transformer notre monde. Et j'attends avec enthousiasme d'apprendre avec vous tous à travers les prochaines journées. Et j'espère que Data Écoculture n'est que la première page dans cette histoire que nous allons écrire ensemble. Merci. J'invite maintenant Mme Anne Terrigiani de The Audience Agency à se présenter et à nous expliquer pourquoi il était important pour son organisation britannique de s'engager dans l'organisation de cette conférence internationale. Merci, Lynn. Well, as ever, Sarah says it so perfectly. Alors, ça a été si bien dit déjà. Alors, je vais seulement ajouter quelques idées. Je suis très d'accord. Ça a été d'une grande inspiration. C'était un honneur de travailler dans cette collaboration. J'ai déjà été très inspirée. Alors, j'aimerais vous donner tous et toutes la bienvenue. Ça me rappelle également comment je me présente bien souvent dans des conférences comme celle-ci. Je commence bien souvent en disant bonjour. Je suis chef exécutif de cette charité pour la participation culturelle et l'engagement de l'agence Audience et je suis également co-directrice. Et une fois que j'ai fait ça, je montre souvent une diapo d'une tasse qui dit « J'aime les données ». Et je dis « Ceci n'est pas ma tasse » parce qu'en fait, je répète bien souvent et je sais que les personnes ont peur ou trouvent que les données sont ennuyantes. Mais je veux dire que je ne suis pas intéressée aux données comme telles, mais à ce que l'on peut faire avec les données, le pouvoir de démocratisation à travers les données. Ça nous aide à garder notre indépendance économique. Mais évidemment, je vous dirais un secret, j'aime les données. En fait, alors ça fait vraiment plaisir d'être réunie avec plus de 1000 personnes qui aiment les données autant que moi pour participer à cette conférence. Alors, je voulais ajouter aux idées de Sarah que je suis très enthousiaste face à cette communauté très diverse que nous avons créée ici. Il y a tellement de personnes de différents horizons. Et je suis particulièrement intéressée à la possibilité d'échanges internationaux. Toute ma carrière m'a montré que les meilleures idées, inventions, initiatives viennent lorsque on collabore à l'extérieur de notre bulle. Et la collaboration avec Synapse est très importante d'aujourd'hui est venue d'une conférence où nous avons participé ensemble. Alors, tout ce que je vais vous dire maintenant est que je suis très déçue qu'on ne peut pas être ensemble physiquement, mais j'espère que vous pourrez quand même vous connecter au-delà de votre réseau habituel. Alors, merci et je vous souhaite un excellent événement. Vu l'importance de la participation à Data Écoculture, on peut affirmer ensemble que nous avons eu raison d'initier cet événement. Un grand merci, mesdames. Et je profite de l'occasion pour remercier aussi nos partenaires financiers, le ministère de la Culture et des Communications du gouvernement du Québec et Patrimoine Canada. Cette session d'ouverture de Data Écoculture se déroulera en 2 temps. Vous pourrez assister à un panel de discussion modéré par M. David Dendoven sur le thème de notre journée, Saisir la valeur de la culture. Ce panel sera précédé par une allocution et une discussion avec l'honorable Stephen Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien. Mais auparavant, je remercie la ministre de la Culture et des Communications du gouvernement du Québec, Mme Nathalie Roy, de nous faire l'honneur de sa présence. Madame la ministre, je vous invite à nous dire quelques mots. Merci beaucoup. Eh bien, salutations d'usage. Bonjour à vous, Mme Lynn Beauchamp, Mme Diane de Courcy, également Monsieur le ministre du Patrimoine canadien, Monsieur Stephen Guilbeault, Mesdames, Messieurs qui êtes là à distance, qui vous nous écoutez. Sachez que c'est un honneur et un privilège pour moi de pouvoir m'adresser à vous à l'occasion de cette grande rencontre internationale sur les données en culture. Alors, je remercie Synapse C, l'invitation, de même que ses partenaires, The Audience Agency du Royaume-Uni et l'Ontario College of Art and Design University.
Pour le gouvernement du Québec, il est essentiel de maintenir et d'encourager des relations fortes avec nos partenaires à l'international. C'est pourquoi nous sommes très, très heureux de soutenir la collaboration entre ces 3 organisations qui sont à l'origine de cet événement. La pandémie nous a collectivement imposé de nouvelles habitudes de consommation de la culture, ce qui nous a été salutaire, il faut bien le dire. Une fois la situation revenue à la normale, il y a fort à parier que plusieurs de ces habitudes resteront bien ancrées dans notre quotidien. En plus de nous avoir permis de garder le contact avec nos créateurs et les artistes, le numérique nous a offert des avenues nouvelles, peu fréquentées jusque-là, il faut bien le dire. Par le fait même, en entraînant dans son sillage une intensification des usages numériques, le contexte pandémique a commandé une adaptation accélérée du milieu de la culture. De plus, depuis plusieurs années, la concurrence en ligne pour capter l'attention des consommateurs se fait toujours plus féroce. Alors, il est évident que ce sont ceux qui déploieront les meilleures stratégies de découvrabilité qui auront plus de chances d'en sortir gagnants. Ces bouleversements ont des répercussions importantes sur le milieu de la culture et des communications, vous le savez tous. Les entreprises de ces secteurs doivent réfléchir à des façons de faire évoluer leur modèle d'affaires. Elles doivent expérimenter de nouvelles méthodes de production, de distribution et de diffusion, tout en demeurant attentives à l'évolution des habitudes de consommation des citoyennes et des citoyens. Alors, ce sont là des défis majeurs qui nécessitent des approches novatrices. Mais s'il est un défi encore plus grand que de s'adapter à l'environnement numérique, c'est celui de savoir en profiter le plus possible. Et un de nos objectifs est donc d'accroître le pouvoir d'attraction et le positionnement de nos produits culturels pour rejoindre un public plus vaste. Assurer la présence de nos œuvres dans l'environnement numérique et leur visibilité auprès des publics constitue le principal enjeu stratégique de promotion des contenus québécois. Alors, c'est sur cet enjeu que repose la préservation de notre capacité d'agir et de notre autonomie en matière de culture. Il faut également considérer cet enjeu sérieusement dans une perspective de relance économique du milieu culturel compte tenu des bouleversements entraînés par la pandémie. C'est pourquoi notre gouvernement a mis en œuvre des actions concrètes pour accompagner le milieu culturel et répondre aux défis de la découvrabilité. À titre d'exemple, en déployant depuis 2019 49 agents de développement culturel numérique dans 57 organisations sectorielles et territoriales, nous avons soutenu le milieu culturel en lui donnant des moyens pour expérimenter et développer ses connaissances et ses compétences numériques, notamment en lien avec les meilleures façons d'utiliser les métadonnées descriptives et d'usage. Pensons aussi à l'accompagnement effectué auprès des différents secteurs culturels pour les aider à mieux comprendre et maîtriser l'univers des données. Cette initiative, qui constitue l'un des objectifs de notre plan stratégique, a permis jusqu'à présent le lancement de Métamusique et la création par cet organisme d'un socle commun de données dans le secteur de la musique. Par ailleurs, Bibliothèque et Archives nationales du Québec est désormais reconnue comme l'agence québécoise pouvant attribuer des identifiants uniques et permanents selon le standard ISNI qui facilite la découverte des identités publiques et le contenu culturel québécois sur le web. La mobilisation du milieu culturel et le travail en synergie, l'utilisation de métadonnées descriptives de qualité et l'exploitation des mégadonnées d'usage font partie des 12 leviers qui ont été établis dans le cadre de la mission franco-québécoise pour accroître la découvrabilité des contenus culturels francophones en ligne. Cette importante stratégie commune Québec-France que j'ai dévoilée le 30 novembre dernier avec la ministre de la Culture de la France, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, propose des solutions concrètes pour assurer une meilleure visibilité des artistes et des œuvres francophones sur Internet. Par ailleurs, dans le cadre du plan de relance économique du milieu culturel que j'ai annoncé en juin 2020 et dans lequel nous avons investi plus de 450 millions de dollars, nous avons également mis en place 2 nouveaux programmes pour accompagner le milieu culturel dans son adaptation à l'environnement numérique. Le programme Soutien au rayonnement numérique a pour but de multiplier les initiatives de création, d'adaptation, de diffusion et de mise en valeur des événements et des contenus culturels en ligne. Il y a près de
90 organismes à but non lucratif, coopératives, médias communautaires et bibliothèques publiques autonomes qui ont ainsi bénéficié d'investissements de plus de 3 millions de dollars pour les aider dans ce virage. Assorti d'un investissement de plus de 13 millions de dollars, le programme Ambition numérique soutient quant à lui la réalisation de projets structurants, collaboratifs et pérennes qui visent à mieux positionner les contenus et les produits culturels québécois et augmenter leur découvrabilité et leur monétisation en ligne. Il y a près de 30 organisations qui ont été soutenues grâce jusqu'à maintenant à ce programme, dans le cadre de ce programme, dont Synapse-C, entre autres. D'ailleurs, pour son projet visant à améliorer la disponibilité et le repérage des contenus culturels en ligne au moyen d'un catalogue d'analyse et de stratégie. Nous avons également conçu un guide des bonnes pratiques sur la découvrabilité et les données en culture qui est accessible aujourd'hui même. Ce guide, qui sera évolutif, vise à outiller les travailleurs du milieu culturel et à les aider à adapter leurs pratiques à l'évolution du public québécois qui consomme, il faut bien le dire, de plus en plus de produits culturels numériques. Je vous invite d'ailleurs à le télécharger sur le site web du Plan culturel numérique du Québec. Nous avons eu cette même préoccupation d'accroître la littératie numérique dans le milieu culturel en consacrant une part des 147 millions de dollars injectés dans notre dernier budget et dans le plan de relance économique au programme Exploration et déploiement numérique du Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État sous ma responsabilité. Alors, c'est donc 5 millions de dollars supplémentaires que j'annonce ce matin pour soutenir les projets d'artistes professionnels et d'organismes qui viseront notamment à développer les compétences et l'expertise numérique dans le milieu culturel et à optimiser la découvrabilité des contenus numériques en produisant et en valorisant les métadonnées. Il est donc clair que la découvrabilité des contenus culturels québécois sera l'un de nos grands défis pour les prochaines années et l'une de nos priorités. Il faut mettre à profit la valeur de notre culture pour nos artistes, nos créateurs, nos entreprises et nos organismes. C'est un levier puissant pour assurer la relance économique du milieu culturel québécois et faire rayonner notre culture qui nous est si chère et dont nous sommes si fiers. Notre rôle en tant que gouvernement est de bien outiller le milieu pour relever ces défis et c'est ce que nous faisons à travers notre stratégie et nos programmes d'aide. En terminant, je vous souhaite à toutes et à tous des échanges inspirants et je suis certaine que cette rencontre contribuera à améliorer la compréhension des artistes et des organisations culturelles sur le rôle clé que jouent les données dans la découvrabilité des contenus. Et vous allez me permettre un dernier mot avant de vous laisser, de vous céder le micro. Je voudrais faire des remerciements tout spéciaux. Merci infiniment pour la dernière année pandémique que nous venons de passer. Merci pour la résilience et la collaboration du milieu culturel à la mise en place de toutes ces mesures pour que nous puissions continuer à faire rayonner notre culture. Merci à vous tous et bonne discussion. Merci beaucoup, Madame la ministre. Merci pour cette mise en perspective de l'ensemble des actions du gouvernement du Québec. C'est vraiment très apprécié. Maintenant, j'ai l'honneur de vous présenter l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien. Monsieur le ministre, merci beaucoup pour votre présence à notre événement ce matin et je vous invite à nous adresser la parole. Merci beaucoup, très chère Lynn. Vous me permettrez cette familiarité. Lynn et moi, nous nous connaissons depuis de nombreuses années, bien avant ma barbe et mes cheveux gris. Madame la ministre Roy, distingués invités, j'espère que vous allez bien. Je me joins à vous aujourd'hui sur le territoire traditionnel des Mohawks et autres peuples Haudenosaunee. C'est un plaisir de vous savoir réunis pour ce dialogue sur le pouvoir des données en culture. J'aimerais donc remercier Lynn et toute l'équipe de Synapse-C et les partenaires de mobiliser leur expertise vers ce but essentiel, c'est-à-dire d'amplifier l'impact positif des données sur le développement et le rayonnement du secteur culturel. À Patrimoine canadien, nous sommes heureux de nous associer à cet événement porteur pour les gens de la culture. Nous sommes réunis aujourd'hui parce que nous sommes convaincus de l'importance de la culture dans notre économie et dans nos vies. Cette conviction peut paraître évidente, mais nous savons aussi qu'il faut plus qu'une conviction pour amener les investisseurs à placer leur argent dans un secteur plutôt que dans un autre. D'où l'importance de saisir la valeur de la culture par les données. Cette tâche n'a jamais été aussi pertinente qu'aujourd'hui.
En ce moment, les professionnels des arts et de la culture mettent les bouchées doubles pour relancer leurs activités en présence. Et ce, malgré l'incertitude des confinements qui pèsent encore lourd un peu partout au pays et ailleurs dans le monde d'ailleurs. En même temps, ils continuent à se tailler une place dans le monde numérique et à y refléter la diversité de nos communautés et de leur expression culturelle. Les défis à relever sont majeurs sur tous les fronts. Et les données sont vitales pour comprendre les enjeux et appuyer cet effort. Si nous pouvions mesurer plus efficacement les bienfaits qualitatifs de la culture, nous aurions un formidable outil pour la promouvoir. Surtout en ces temps de pandémie où la précarisation du secteur culturel pourrait entraîner un déficit en créativité, en bien-être, en ouverture à l'autre, en lien social, en rayonnement pour notre pays. C'est pourquoi notre réflexion d'aujourd'hui est si importante et encourageante. Pour notre gouvernement, les données sont indispensables à l'élaboration des politiques, à la prise de décision et à la distribution efficace et équitable du financement. Et d'un point de vue personnel, ces enjeux m'interpellent de façon particulière. J'ai d'ailleurs écrit mon dernier livre sur la question de l'intelligence artificielle et l'importance des données, et sur la façon dont celles-ci modulent et rythment de plus en plus l'organisation de nos sociétés. C'est vrai en temps normal, c'est encore plus vrai depuis les premières heures de la pandémie. À Patrimoine canadien, nous nous sommes cramponnés à tous les indicateurs existants pour mettre rapidement en chantier l'une des plus vastes opérations de financement de notre histoire, le Fonds d'urgence pour soutenir les organismes chargés de la culture, du patrimoine et du sport. Jusqu'à 500 millions de dollars ont d'abord été investis en un temps record. Des milliers d'organismes ont été maintenus à flot d'un bout à l'autre du pays. Ce sont les données qui ont guidé notre action tout au long de la pandémie. Compte tenu de l'incertitude de l'évolution de la situation d'heure en heure, nous avons vite compris qu'il faudrait générer nos propres données pour guider nos propres démarches. L'une des sources de données qui nous a aidés est un sondage qui a été envoyé à près de 10 000 récipiendaires de cette aide d'urgence au tout début. À cause des paiements par phase, nous avons pu aller chercher les meilleures pratiques et les leçons apprises de façon dynamique à travers toute la pandémie. Ceci a signifié qu'une fois que nous étions à création de la prochaine étape de l'aide d'urgence, nous avons pu utiliser ces données pour prendre les meilleures décisions possibles. Cette approche dynamique nous a permis de prendre des décisions basées sur des faits concrets. L'un des éléments clés qui sont ressortis nous ont rassurés. Le Fonds d'urgence a atteint l'objectif de maintenir la continuité et la durabilité des organisations. Aux premières estimations officielles des nouveaux indicateurs nationaux de la culture, nous avons un bilan plus précis de l'impact dévastateur de la pandémie sur les travailleurs du secteur de la culture et des arts, ainsi que le PIB du secteur. C'est pourquoi, dans le budget de 2021, nous renforçons les mesures pour que les Canadiens et les Canadiennes puissent redécouvrir toute la richesse des activités culturelles et le talent créatif au pays. Bien entendu, lorsqu'ils pourront le faire en toute sécurité. Nous investissons notamment 200 millions de dollars dans les grands festivals et 200 millions de dollars dans les festivals et événements communautaires. Et pour stimuler la relance du secteur culturel, nous injectons plus de 430 millions de dollars par l'entremise des programmes de patrimoine canadien. La pandémie a par ailleurs mis en lumière toute l'importance de favoriser la diversité et l'inclusion. C'est pourquoi nous les avons pris en compte dans la conception de notre sondage. Et une des données recueillies a retenu notre attention. 79 % des répondants ont indiqué que leurs organisations mettent en œuvre des stratégies pour appuyer la diversité et l'inclusion. Et près de 50 % mettent en œuvre des stratégies pour appuyer la réconciliation avec les peuples autochtones. Ces chiffres sont positifs, certes, mais ils indiquent aussi que nous pouvons faire mieux.
La recrudescence des actes haineux envers les communautés autochtones, noires, asiatiques et musulmanes a déclenché un véritable examen de conscience face à la discrimination et au racisme systémique qui sévissent encore trop souvent au Canada et particulièrement sur les plateformes en ligne. Il nous reste beaucoup de chemin à faire pour bâtir un Canada réellement inclusif. Un Canada où tout le monde se sent compris, représenté et valorisé. Une bonne façon de combattre le racisme, c'est d'assurer une participation équitable des communautés racisées à la vie culturelle et artistique, de multiplier les représentations positives de ces communautés sur scène, à l'écran, à la radio et sur le web. En tant qu'organisme de financement, Patrimoine canadien peut faire une réelle différence. Ainsi, pour appuyer la relance du secteur culturel particulièrement affecté par la crise, et pour nous assurer d'une relance plus verte, plus équitable et plus inclusive, nous sommes fiers d'avoir annoncé un investissement historique totalisant près de 1,5 milliard de dollars pour les arts, la culture et le patrimoine dans le budget présenté par ma collègue, la ministre des Finances et vice-première ministre du Canada, Chrystia Freeland, la semaine dernière. Nous poursuivrons notre accompagnement et serons aux côtés des organisations et créateurs en cette période sans précédent. Cette dernière année, la pandémie a changé tellement de choses pour les citoyens et citoyennes ici et ailleurs. Aujourd'hui, plus que jamais, ils cherchent des informations, des actualités et des divertissements en ligne. Il est donc prioritaire de promouvoir un écosystème sain et diversifié sur le web. À cette fin, le Canada a mis sur pied un groupe de travail international multipartite avec l'Allemagne, l'Australie, la France, la Finlande et la société civile, le secteur privé. Nous élaborons présentement des principes directeurs sur la diversité du contenu en ligne. Notre objectif est de fournir aux citoyens et citoyennes une diversité de sources, de points de vue et de perspectives. Nous continuons à étudier une approche canadienne pour un partage plus équitable des revenus des géants du web, que ce soit au niveau culturel ou encore au niveau journalistique. D'ailleurs, les données sur les revenus et investissements des plateformes, l'achalandage, la découvrabilité, les banques à gagner comptent parmi les pièces maîtresses de cette partie d'échecs où il faut absolument rééquilibrer les forces en présence. L'enjeu est de taille parce qu'il y a de grandes répercussions sur l'expression et le développement de nos identités. Enfin, sans culture, nous ne serions pas qui et ce que nous sommes. Elle est source de sens, d'épanouissement individuel et collectif, de solidarité et de progrès social. Mais encore, faut-il être capable d'en mesurer la valeur. La mise sur pause des arts vivants a artificiellement créé un laboratoire pour la création de données hautement significatives sur cette situation hors de l'ordinaire. Ensemble, nous avons la responsabilité de trouver des façons inédites de tirer un maximum d'informations des expériences vécues, pour la relance de l'écosystème culturel et pour l'avancement de notre société. Promouvoir le secteur culturel en ces temps difficiles, c'est se donner un levier pour assurer un avenir meilleur au pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Maintenant, je veux juste vous indiquer que nous avons accumulé quelques minutes de retard. Et donc, je veux que tout le monde soit bien à l'aise. Madame la ministre Roy, des membres de votre équipe nous avaient informé que votre agenda était bien rempli. Sachez que nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous, mais si jamais vos obligations vous amenaient à devoir nous quitter, sachez que nous comprenons parfaitement la situation. Maintenant, Monsieur le ministre Guilbeault, votre équipe nous avait indiqué que vous disposiez de quelques minutes pour un échange. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est toujours le cas. C'est bon pour vous. Je suis sûre que votre intervention a suscité des réactions. Je vais tout de suite inviter notre partenaire, Dr. Sarah Diamond, pardonnez-moi, je vais plutôt y aller avec notre partenaire britannique, Anne Terregiani de The Audience Agency. Peut-être, Anne, si vous avez une première question pour le ministre Guilbeault, c'est à vous. Merci beaucoup. C'est formidable d'entendre un ministre parler avec autant de connaissances et d'enthousiasme du contexte culturel. Je trouve que c'est
très inspirant. Et dans cet esprit, je voulais vous poser une question sur le leadership au Canada dans cette sphère. Que pensez-vous des défis d'avoir cette situation au Canada et comment vous le comparez au niveau international? Également, quelles sont vos forces, vos faiblesses peut-être aussi? Alors, merci pour cette question. Comme je le disais dans ma présentation, on a utilisé toujours les données au Canada pour le secteur culturel déjà depuis plusieurs années, mais on se rend compte que l'on a besoin de plus de données et surtout de meilleures données, de données de plus grande qualité, et ça, c'est devenu encore plus vrai pendant la pandémie, d'une part. Mais c'était déjà un peu comme ça avant la pandémie, et ce mouvement croissant pour plus d'équité et d'inclusion dans notre société n'exclut pas évidemment le secteur de la culture. Alors, quand on a commencé à lancer les programmes d'urgence, de soutien, la première phase remonte à il y a un an, au printemps 2020. Alors, à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'on aurait eu besoin d'appuyer les personnes, mais on ne savait pas trop comment les atteindre, comment les rejoindre, ces gens avec lesquels on avait du mal à parler, ces organisations qui étaient sous-représentées dans le domaine des arts et de la culture. Alors, il a fallu vraiment trouver, aller creuser de l'information et recueillir cette information pour atteindre ces organismes, ces organisations-là, qui n'auraient pas pu survivre au fil de la pandémie si ça n'avait pas été pour cet appui de la part du fédéral. Donc, la question des données, et vous avez entendu l'expression comme moi, les données, c'est le nouveau pétrole en quelque sorte. Donc ce sera pour l'économie et la société du 21e siècle ce que le pétrole a été pour le 19e et 20e siècle en quelque sorte. Alors, quel est le cadre que l'on établit autour de l'utilisation des données dans les arts et la culture, bien sûr, mais dans la société en général? Et ça, j'en discutais avec plusieurs autres pays. En fait, on a lancé un groupe de travail pour étudier la question, mais récemment, en parlant avec le ministre des Communications du Royaume-Uni et ministre du Patrimoine, on en discutait et on s'est penché avec grand intérêt sur le rapport qui a été présenté récemment par votre gouvernement sur la question. Et ici, au Canada, une législation va être développée également dans les prochaines semaines. Et ce que l'on constate, en fait, c'est une reconnaissance croissante de la part du gouvernement un peu partout dans le monde que sur des questions de découvrabilité, les questions de souveraineté culturelle, et c'est peut-être moins accentué dans les pays anglo-saxons, mais certainement c'est le cas dans les pays où l'anglais n'est pas nécessairement la seule langue. Mais je pense par exemple à l'Allemagne, on a eu des échanges avec l'Ukraine, la Finlande, le Danemark, des pays du sud, du globe aussi. Donc la souveraineté, les questions de souveraineté culturelle sont à l'ordre du jour. Alors les données, dans ce contexte-là, vont jouer un rôle de plus en plus important dans nos sociétés. Et c'est très certainement vrai pour le secteur des arts et de la culture. Alors, merci beaucoup, Monsieur le ministre. Dr. Diamond, c'est maintenant à vous. Dr. Diamond, merci. Merci pour votre intervention. Monsieur le ministre, c'est formidable de vous entendre parler de l'inclusivité, du rayonnement vis-à-vis des audiences des publics autochtones aussi. Et ce sont des thématiques que l'on va aborder pendant ces 3 jours ensemble. Je voulais aborder la question du développement durable aussi. Là, comment est-ce que vous voyez la culture reliée à des questions de bien-être pour les communautés, à des économies qui ne sont pas juste liées au secteur
culturels, mais qui sont quand même, qui reçoivent l'impact d'organismes culturels. Et quel est le rôle du gouvernement dans l'analyse des données relatives à ce sujet? Merci pour cette question. Et lorsque le Premier ministre, en fait, m'a demandé d'être responsable pour ministre du patrimoine, je me suis dit, mon Dieu, mais je ne suis pas un expert en culture, je suis un militant environnemental plutôt. C'est ce que j'ai fait dans l'environnement, c'est ce que j'ai fait pendant ces dernières 20 années. Alors, quand je me suis penchée sur la question, la première réaction de la part de tous, c'était « Nous sommes très heureux d'avoir comme ministre du patrimoine un militant pour l'environnement. Pourquoi? Parce qu'on veut faire partie de la solution. On veut travailler, collaborer avec les gouvernements, les Canadiens, les organisations pour promouvoir ce changement que l'on veut voir en termes de durabilité et de gestion des changements climatiques. D'une part, mais d'autre part, on a des défis. Nos organisations, nos industries contribuent. Nous avons nous faisons des tournées dans le monde, nous avons des sets que nous montons ensuite, nous démontons. Alors, comment est-ce que l'on peut fonctionner ensemble, mais dans un esprit de durabilité? Alors, comment est-ce qu'on peut aider ces secteurs-là? Alors, on a commencé à travailler sur ces questions. On va mettre sur place un comité consultatif pour le ministère du patrimoine canadien sur la durabilité du secteur des arts et des spectacles pour voir comment est-ce qu'on peut aider les organisations à mesurer leur empreinte de carbone, notamment. Il y a des organisations qui le font déjà et les organisations dans le domaine des arts et de la culture le font souvent déjà, mais nous, comme gouvernement, comment est-ce qu'on peut s'assurer que chaque organisation qui souhaite le faire puisse la mesurer, cette empreinte? Et deuxième chose, comment est-ce qu'on peut appuyer les gens qui veulent commencer à transformer, à changer les choses qu'on fait? Avec Mme Toledjani, on a parlé beaucoup de Julie's Bicycle, qui fait un travail extraordinaire au Royaume-Uni, et pas juste au Royaume-Uni, mais... Et donc, on a des leaders de ces initiatives dans le monde entier. On est en train de collaborer avec beaucoup d'autres en préparation de la conférence sur les changements climatiques pour inclure le segment des arts et de la culture dans le cadre des changements climatiques. Donc, je pense que c'est peut-être pas une mauvaise idée, après tout, d'avoir un militant pour l'environnement en tant que ministre du patrimoine canadien. Parce que, dans le fond, il y a beaucoup d'avantages aussi à écouter les militants et les connaissances que le secteur de la défense de l'environnement peut amener. Et l'autre chose qui est fascinante, et je pourrais en parler pendant longtemps, et j'arrêterai juste après, c'est la science de communiquer sur les questions environnementales, qui est une science relativement récente. C'est une branche assez jeune. Et nous dit que les choses ne sont pas bien faites. Les scientifiques, les politiciens, les environnementalistes n'ont pas communiqué de façon appropriée ces enjeux aux gens. On a souvent parlé de choses très compliquées, mais la dernière... Mais quel serait le pourcentage d'émissions que le pays pourrait amener comme engagement de façon concrète? Et pour la plupart des Canadiens, ça n'a pas grand sens. On a parlé beaucoup de pourcentage, de chiffres, d'émissions de CO2, de concentration, etc. Alors que la science de communication sur les questions environnementales nous fait comprendre qu'il faudrait qu'on parle plutôt de valeurs, qu'on aille rejoindre les gens par rapport aux choses qui leur tiennent à cœur, leurs valeurs, et qui est mieux placé pour le faire que les artistes. C'est certainement pas nous, les politiciens, qui sommes les mieux placés pour le faire, mais plutôt les artistes. Alors, il y a clairement une nécessité d'amener les artistes dans ce débat pour nous
nous aider à avancer de la bonne façon, de faire avancer la conversation de la bonne façon ici au Canada, mais je pense que c'est pareil ailleurs. Et je pensais aussi aux organisations des jeunes et j'ai été dans le milieu universitaire pendant des années. Au sein de ces organismes, c'est le premier enjeu qui intéresse les jeunes. Les questions d'équité, d'égalité et de justice économique. Et cela leur tient à cœur profondément aux plus jeunes. Alors, je peux vous dire qu'on est un incubateur de jeunes talents. Eh bien, on en aura besoin, des ministres. Mais je veux conclure rapidement avec une dernière question. La ministre de la Culture et des Communications du Québec, Mme Roy, nous a parlé un peu plus tôt d'un groupe de travail France-Québec sur la découvrabilité des contenus culturels. Vous nous avez parlé d'un groupe de travail multipartite que vous avez mis en place sur les enjeux du numérique, des données et de la culture. Or, le Canada est membre du G7, est membre du Commonwealth, est membre de la francophonie. Le Canada a une capacité de mobilisation internationale. J'aimerais vous entendre, d'autant qu'on réunit plus de 1200 participants provenant de 27 pays. En conclusion, quel est votre message sur les prochaines étapes de mobilisation internationale que vous envisagez? Quelle invitation pouvez-vous faire en terminant à tous ceux qui nous ont rejoints pour cet événement international? Madame Roy, si par la suite vous voulez aussi ajouter un mot, vous êtes la bienvenue. Monsieur Guilbeault? Merci, Lynn, pour cette question. Évidemment, ces questions-là dépassent de loin les frontières des pays, d'où la nécessité de travailler en collaboration. Nous avons donc, à l'initiative effectivement du Canada, mis sur pied un groupe de travail qui présentement ne compte que 5 pays, mais je soupçonne que le nombre va s'accroître très bientôt. Et des pays avec qui on partageait un certain nombre d'atomes crochus sur ces questions-là, et des pays qui, soit sur l'enjeu culturel, soit sur l'enjeu du discours haineux, soit encore sur l'enjeu des médias, des pays qui avaient déjà posé un certain nombre de gestes ou qui sont sur le point de le faire. Je pense qu'on le fait en partie par nécessité, en partie parce que je pense qu'on peut bénéficier de l'expérience des uns des autres. Alors, lorsque j'ai déposé mon projet de loi, le projet de loi C10, donc qui mettrait à contribution les géants du Web au financement de la culture québécoise et canadienne, rapidement, j'ai eu un appel du ministre de la Culture de l'Ukraine qui dit « Je trouve ça très intéressant parce que, évidemment, l'enjeu pour moi en Ukraine, c'est pas le français, mais j'ai des pressions culturelles qui viennent à la fois des États-Unis, comme vous au Canada, et en plus de la Russie. Alors, comment on peut utiliser des outils législatifs pour renforcer, pas juste protéger, mais faire valoir et faire rayonner notre culture. Et depuis, d'autres pays sont dits très intéressés par ce que le Canada faisait à ce niveau-là. On a vu dans le cas de l'Australie, par exemple, et de la rémunération des médias, la réaction de Facebook qui a été virulente, que j'ai condamnée et que je continue de condamner. Le premier téléphone, après tout cet épisode-là, que le premier ministre australien, Scott Morrison, a fait à un homologue, c'était au premier ministre Justin Trudeau pour discuter de ces questions-là. Et je pense que vous avez raison, les forums que sont le G7, le G20, l'UNESCO, la francophonie, sont des endroits où je pense que ces conversations-là doivent et auront probablement de plus en plus lieu. Je pense que... À mon humble avis, inévitablement, on doit se diriger vers une forme d'entente comme celle à laquelle vous avez beaucoup contribué à créer sur la diversité culturelle à travers l'UNESCO. Je pense qu'on a besoin de ce genre d'encadrement-là international sur la question des données, des géants du Web. Ce sont des enjeux qui nous touchent toutes et tous partout sur la planète, qui affectent nos démocraties. Ou qui ont le potentiel de le faire. On l'a vu avec les élections américaines, on l'a vu avec le Brexit en Grande-Bretagne. Il y a de nombreux exemples comme ça à travers la planète. Alors, je pense
il en va de notre intérêt individuel et collectif de mettre sur pied ces initiatives-là internationales. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Et Madame Roy, vous avez pu rester parmi nous. Nous en sommes très heureux. Je vous laisse l'occasion de vous adresser à tous nos participants provenant de 27 pays. Si vous avez un dernier message à leur faire, c'est vraiment maintenant, c'est le moment. Parfait, il sera très bref et je suis tout à fait d'accord avec le ministre Guilbeault parce que dans ce dossier-ci, vous savez, l'adage « l'union fait la force » est de mise, prend tout son sens. Et pour nous, au Québec, où la langue officielle est le français, il y a toute cette problématique de découvrabilité de nos œuvres en français et de la monétisation de nos œuvres. Donc, problème de découvrabilité, de monétisation. Et la monétisation, naturellement, pour nos artistes, mais également pour nos journalistes, pour le contenu qui est diffusé. On parlait des GAFAM à juste titre. Et je pense que ce n'est qu'ensemble que nous pourrons arriver à changer les règles du jeu face à ces multinationales qui, maintenant, dominent le jeu et dictent les règles. Donc, ce ne sont pas des entreprises d'édicter les règles, mais bien au gouvernement. Et c'est vraiment un dossier pour lequel tous les gouvernements doivent travailler ensemble. C'est ce que nous croyons. Eh bien, Monsieur le ministre, l'honorable Stephen Guilbeault, Madame la ministre Nathalie Roy et Dr Diamond, chère Anne Torregiani, merci beaucoup pour votre participation ce matin à l'ouverture de cette conférence internationale Data Éco-Culture. Maintenant, il est temps de laisser place avec 15 minutes de retard et j'en suis désolée, mais c'était tellement intéressant. C'est maintenant le temps de laisser place au premier panel de discussion sur le thème du jour, saisir la valeur de la culture. Ce panel sera modéré par M. David Dendoven, sous-ministre adjoint de la politique stratégique, planification et affaires ministérielles à Patrimoine Canada. M. Dendoven va vous présenter ses invités dans quelques instants. Encore une fois, merci à vous tous et bonne conférence. Merci, au revoir. Bonne conférence. Oui, bonne conférence. Alors, merci Lynn. Et donc, je vous adresse la parole d'Ottawa, qui est le territoire traditionnel non cédé des Algonquins, Anishinaabeg. J'ai trois panélistes avec moi aujourd'hui. Donc, Jesse Wendt. Jesse Wendt est le tout premier directeur général du Bureau de l'écran autochtone, fondé en 2017. Il a été nommé comme membre du Conseil canadien des arts en 2017, ensuite président du Conseil pendant 5 ans. Donc, il est écrivain, Anishinaabe, né et grandi à Toronto, ensuite déménagé à Chicago. On a également avec nous Joy Bailey Bryan. Joy est la présidente du bureau américain du Lord Cultural Resources et une spécialiste de l'engagement municipal en lien avec la culture. Joy works with city officials, institutional leaders. Elle collabore avec les leaders institutionnels, développeurs dans lieux comme Chicago, New York, également Bangladesh et Arabie Saoudite, pour créer et planifier des villes avec les institutions publiques. Elle a également participé au réseau des musées comme celui de la culture à Washington
et d'autres encore. Professeur Ben Walmsley, who is Professor of Cultural Engagement and Director of the Center for Cultural Value at the University of Leeds. Donc, à l'Université de Leeds. Walmsley donne des conférences et des recherches dans des domaines liés à la gestion des arts, à la commercialisation des arts, à l'étude d'audience et à la politique culturelle, avec un accent particulier sur l'engagement et l'enrichissement des audiences, la gestion du changement dans les arts, ainsi que la valeur et le leadership culturel. Le titre de cette rencontre est donc sur la valeur des cultures. Donc, comment est-ce qu'on capture cela à travers les données et comment est-ce que l'on peut s'améliorer et promouvoir ce domaine? Je vais me tourner d'abord vers Jessie. Par rapport à ce qu'on fait déjà de bien, je pense que ce secteur, pendant ces 25 dernières années, a fait un travail formidable pour parler des effets économiques de la production culturelle et de l'engagement culturel. La partie peut-être plus difficile, enfin la partie plus fascinante, c'est que la plus grande valeur de l'art, c'est pas mesurable en facteurs économiques ou en contribution économique, mais c'est plutôt sur le plan social qu'on la mesure. Donc la cohésion sociale, en termes de cohésion sociale, du sentiment d'appartenance, de bien-être. Et donc, ces aspects, on est encore en train de travailler sur comment les percevoir, comment les mesurer. Mais je pense que on s'y engage petit à petit. Donc parce que c'est difficile d'articuler la valeur de quelque chose qui est intrinsèque. Donc, c'est vraiment au niveau de la mesure que l'on doit encore faire des efforts. De votre côté, comme Jessie disait, il faut vraiment mettre le doigt sur la valeur de la culture. Et quand on parle de cela, une des choses qu'on a pu faire en travaillant dans le secteur culturel, c'est de travailler, de collaborer avec différentes villes pour élaborer des plans. Et on a utilisé tellement de données générées par les villes pour le faire, pour, dans le fond, utiliser cette information et la canaliser pour enrichir la culture de façon différente. Par exemple, on a travaillé avec la ville de Dallas pour compléter le premier plan culturel et le but, c'était donc de façonner des politiques culturelles sur mesure. Donc, on a essayé de mettre en œuvre des outils et des tactiques pour guider le Conseil des arts et de la culture. Donc, c'était des fonds publics qui transitaient par les arts et la culture et qui s'en allaient vers les opérations de la ville et les organisations et les artistes qui y collaboraient. Alors, j'ai travaillé sur différents points de recueil de données. C'est sûr que à Dallas, une des choses qui était particulièrement importante pour nous, c'est le fait que la ville avait déjà créé une analyse de marché de valeur des données culturelles. Et on s'est tourné vers ce qui se passait autour de la ville. On a vu que les prix montaient, l'utilisation des terres, des propriétés augmentait, et on se rendait compte que la population est en train de changer. Et donc, les artistes ou les organismes artistiques se déplaçaient. Et ça posait un gros problème pour la ville de Dallas. Alors, il fallait trouver une façon de promouvoir la culture tout en préservant la culture des gens qui vivaient dans ces régions. Alors, l'analyse de la valeur du marché nous a permis de créer des typologies, différentes typologies, pour adapter les politiques dépendamment des différents quartiers. Donc, pour préserver la culture et en même temps créer des outils pour que la ville utilise les ressources pour aider les artistes et les organisations artistiques afin qu'ils restent dans leur quartier ou dans leur région. Et donc, ça, c'était très important d'utiliser les données pour le faire. Maintenant, pour les sphères d'amélioration, je crois que c'est plus la coordination de l'accès aux données. Donc, on est des gens créatifs, on peut savoir on peut comprendre comment utiliser l'information,
Et les artistes et créateurs, on est sans doute les meilleurs à pouvoir utiliser l'information, c'est juste qu'on ne sait pas où aller la chercher. Et ensuite, on sait comment traduire cela en termes compréhensibles pour tout le monde. Alors, merci. Je vois que Jesse fait signe qu'il est d'accord avec ce que vous disiez. Alors, quelles sont vos réflexions là-dessus, du point de vue de la Grande-Bretagne? Alors, comme vous l'avez dit, je crois que c'est souvent difficile d'avoir ce genre de conversation parce que quand on parle de valeurs, de technologies, de données, on associe toujours ça aux données financières ou aux valeurs économiques, à la valeur économique. Donc, il faut changer un petit peu les termes du débat dans ce sens-là. Alors, j'essaierai d'éviter de parler de mesurer de culture, si c'est possible, mesurer la culture, mais plutôt parler de capturer la valeur culturelle. Mais c'est intéressant. La méthodologie est en train de devenir de plus en plus sophistiquée, comme on l'a entendu. Au Royaume-Uni, on a des organisations formidables comme Audience Agency qui a un engagement culturel, qui a inspiré l'engagement culturel dans le monde entier. Et on comprend de mieux en mieux maintenant comment les audiences se comportent, comment leur attitude font des virages aussi. Et Joyce a tout à fait raison dans le sens de dire qu'il faut que l'on travaille de pair avec le monde politique aussi, nos représentants. Et les politiciens continuent à voir ces données de façon plus métrique à cause de l'impact que ça a sur le plan économique, mais on a du mal à cerner l'impact de ces données sur le plan culturel. Alors, il faut que l'on comprenne mieux nos artistes. On a besoin d'archives vivantes de nos publics, de nos audiences aussi, pour comprendre quelles sont les expériences vécues, dépendamment des audiences, des cultures. Et donc, pas à travers une lentille politique ou académique. Donc, il faut que l'on trouve un bon équilibre. Et c'est bien de voir que le Canada ait embrassé cette direction, le fait que l'on veuille chercher des données, pas juste quantitatives, mais qualitatives, signifiantes. Et dans le fond, il faut que l'on écoute nos audiences et que l'on s'engage dans des évaluations multidimensionnelles. Et sans se concentrer uniquement sur l'aspect économique, qui est sans doute le moins important de ce que peuvent nous amener ces données. Alors, vous voyez peut-être notre catégorie comme celle plus ciblée sur les données économiques que l'on retire de l'analyse des données, mais ça va plus loin que ça. Je voulais me retourner vers Joyce, parce qu'on a encore quelques minutes, pour ce qui est des groupes. Est-ce qu'il y a des groupes ou des régions, des zones ou des sphères qui ont été oubliées en quelque sorte? On a parlé un peu du travail qui était fait, je crois que c'était le travail qui se réalisait à New York, et je voulais savoir un petit peu quel était votre point de vue là-dessus. Alors, quand vous parlez d'archives vivantes et de comprendre l'expérience vécue par le public, c'est très, très important, c'est clé. Et souvent, ce qu'on se dit et qu'on répète, il faut que l'on écoute nos publics, nos audiences. Alors, quand vous parlez de groupes qui ont été laissés de côté, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, comme base, il faut que l'on essaye de comprendre où partir lorsque l'on doit, de quoi partir lorsqu'on doit s'adresser ou rayonner. Alors, on part des données sociodémographiques publiques. Alors, d'abord, on évalue qui vit dans notre communauté et où est-ce qu'ils s'en vont, ces gens-là. Donc, où est-ce qu'on peut les rejoindre? Où est-ce que l'on peut découvrir de nouvelles
nouvelle audience? Comment est-ce qu'on les rassemble aussi? Comment est-ce qu'on les embarque dans notre équipe? Donc, c'est ça la portion engagement. Donc, c'est pas juste moi, Joyce, comme femme afro-américaine qui essaye de s'adresser à tout le monde, parce qu'on a des gens de toutes races ou ethnies différentes et donc on doit être capable de s'adresser à différents groupes culturels. Et une des choses intéressantes à New York, qui en fait était compliquée, mais qui était aussi intéressante, c'est ce qu'on appelle les groupes culturels, institutionnels culturels, c'est-à-dire des groupes c'est-à-dire 35 organisations qui sont regroupées dans la ville. Et c'est sûr, New York est énorme, mais ces groupes reçoivent des financements directement de la ville, du municipal. Alors, on parle de 35 sur 1000 ou des milliers d'artistes ou d'organisations. Donc, une des choses que la ville a fait lorsqu'elle a créé son plan, c'était de vraiment essayer de voir comment est-ce que l'argent du ministère de la Culture était affecté, dépensé. Et la plupart de cet argent s'en allait aux 35 organisations plutôt que vers les milliers d'autres organisations. C'est-à-dire, la première tranche d'argent s'en allait à ces organisations-là. Et puis ensuite, tout le reste, tous les autres milliers étaient laissés de côté. Donc, si on regarde la démographie de la ville et on comprend qui est représenté parmi ces 35 organismes, qui est représenté dans les publics, dans les audiences, qui est représenté auprès des conseils, et comprendre aussi s'ils sont vraiment représentatifs des communautés qu'ils desservent dans la ville de New York. Et cela était essentiel pour voir les effets de ce qui est arrivé avec ce plan, qui était que oui, ces 35 organisations ont dû développer ce que l'on appelait un plan d'inclusion, d'équité, et les titres ont changé avec le temps, mais ils devaient établir leur propre façon d'atteindre l'égalité à travers toutes les communautés. Mais encore plus important était de voir comment le financement de la ville allait atteindre ces autres milliers d'artistes, d'organisations d'artistes dans les communautés qui ont été laissés de côté pendant tant d'années. Alors ça, là, était essentiel dans l'analyse des données de voir qui était desservi par le département d'affaires culturelles et ces organisations que le département finançait. Je vois Jessie qui dit oui de la tête. Et j'ai la peine, mais peut-être que je passe à Jessie en premier pour entendre vos réactions, savoir qui est laissé de côté ou qui est oublié dans ce modèle actuel. Joy a dit beaucoup de choses très vraies. Même si ce sont des exemples des États-Unis, cela s'applique. Ce qui est intéressant est que peu importe le modèle, lorsqu'on parle de financement public pour les arts qui cherchent à faire accroître le secteur culturel ou artistique d'un endroit, les défis sont les mêmes. C'est vrai du Conseil canadien, de d'autres. On hérite d'histoires, de pratiques qui ont été créées il y a plusieurs années pour répondre à d'autres visions de l'époque, d'autres personnes et qui reflètent peut-être le quartier d'il y a 30, 40, 50 ans, lorsque ces endroits ont été fondés, mais qui ne représentent pas la population actuelle ou communauté actuelle qu'ils desservent. Et c'est donc très vrai, on doit faire le même travail ici, on doit essayer de voir ce que l'on a hérité, l'impact de cela sur ce que l'on peut faire aujourd'hui et essayer de trouver de nouvelles solutions parce que l'on a hérité des problèmes. Cela ne signifie pas qu'on ne peut pas trouver des solutions et prendre des décisions différentes, sachant que les décisions que l'on prend aujourd'hui vont créer la politique et la culture avec laquelle les gens vivront dans 20-30 ans. Alors, de nous assurer d'être inclusifs maintenant, parce que l'on veut s'assurer que les organisations et les artistes n'auront pas à continuer ce dialogue parce que c'est très difficile pour les communautés marginalisées de ne pas pouvoir simplement être artiste ou administrateur du monde de l'art, mais une personne qui doit parler sur l'inclusivité, les données. On ne peut pas seulement peindre, on doit également se battre pour notre communauté. Et cela
endommage en bout de ligne la capacité artistique de ces communautés. Si on parle de la valeur culturelle, si on veut augmenter la valeur culturelle de ces communautés, on doit leur permettre de gérer leur futur, de leur donner le financement de façon équitable et historique, de ne pas simplement regarder aux données qui vont répondre aux inégalités, mais il faut résoudre les inégalités, de vraiment les soutenir avec l'idée que si l'on peut arrêter d'avoir à se battre pour les communautés qui ne sont pas présentes, si elles sont simplement présentes, on verra une bien meilleure croissance et un développement bien plus durable des communautés que le système que l'on a maintenant, qui est un peu comme mettre ton doigt sur le trou du seau. Mais peut-être que ce que l'on doit considérer de trouver une nouvelle façon de transporter l'eau que le seau et de le laisser un peu plus libre peut-être. Et c'est cela la culture. Et au Conseil canadien, on vient de faire notre planification stratégique. Vous pouvez aller lire le plan stratégique sur notre site Web et c'est exactement ce que l'on cherche à faire. Et on essaie de placer les artistes et les organisations culturelles dans 20, 30 ans, au-delà de ces enjeux actuels où on ne parle pas de résilience, mais de croissance. Thanks, Jesse. Ben, Merci, Jesse. Ben, les derniers mots sont à vous. Je crois que lorsqu'on parle de valeur culturelle, la question essentielle de savoir valeur culturelle de qui ou à qui. Et nos auditoires sont de plus en plus diversifiés. Les études en Grande-Bretagne nous montrent que les plus grands consommateurs de culture sont blancs et de classe moyenne ou élevée. Alors, nous n'avons pas les bons données. Alors, nous faisons un programme au Centre pour la valeur culturelle qui est culture et bien-être. Presque toutes les études en Grande-Bretagne sont basées sur les femmes blanches de 50 ans et plus parce que ce sont les types de personnes qui participent à ces projets à court terme d'art et bien-être. Alors, on a très peu d'informations sur les bénéfices de l'art et des activités culturelles sur nos communautés ethniques. Et alors, il nous manque vraiment des données importantes. Donc, la première chose à faire, évidemment, est d'essayer de diversifier nos auditoires. Et le Conseil des arts en Grande-Bretagne font leur possible, mais je crois qu'en ce moment, un peu est fait. Et également, de travailler fort au niveau de la recherche dans les secteurs qui ont beaucoup de chemin à faire. Est-ce que je peux ajouter quelque chose rapidement? Je riais quand Ben a dit cela sur les données basées sur les femmes blanches dans la cinquantaine. Nous avions une blague et j'apprécie. Mais nous disons toujours que les femmes blanches d'un certain âge, entre 18 et 45 ans, et ça peut aller un peu au-delà, adorent répondre aux sondages. Alors, lorsque vous avez l'analyse démographique ou sociodémographique, vous pouvez voir, c'est 70 de femmes blanches de 18 à 45 ans. Alors maintenant, on doit corriger la donne pour pouvoir aller chercher d'autres données. Ça semble toujours être le cas. OK. Thanks, Joy. Merci, Joy. Donc, un gros merci à vous tous. Je pense qu'on a eu une très bonne conversation par rapport aux données. Je pense que ce qui a été noté, c'est que c'est pas seulement les données. Il faut penser aussi évidemment, l'aspect économique est très important, mais aussi l'aspect social, qu'il ne faut pas oublier ça. C'est la culture, c'est des fois très difficile à déterminer. C'est quoi que ça apporte autour. Oui, l'économique, mais aussi il faut penser à l'aspect social. Il faut penser aussi au vécu, très important. Mais aussi, il faut connaître votre audience. Et l'audience change avec le temps. Il faut être très conscient de qui est là. Et c'est important, évidemment, de s'assurer qu'on dessert toute la communauté. Et peut-être, si je peux me permettre aussi, lorsqu'on pense à l'aspect social, la cohésion sociale, très important
on adresse toute la communauté, que ce soit au Canada, aux États-Unis ou dans la Grande-Bretagne. So, thank you so much for your comments. Alors, merci beaucoup pour vos commentaires aujourd'hui. Je suis certain que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui iront un peu plus loin dans leur réflexion sur ce thème. Merci beaucoup, David. Merci à vos invités. Thank you. Really, it was really stimulating. Merci beaucoup. Ça a été une conversation très stimulante. Participants à poursuivre leur engagement dans cette conférence en assistant à nos 2 prochaines conférences, soit Amplifier son audience ou encore la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique et la mécanique analytique. Je vous souhaite de bons échanges, je vous souhaite de bons apprentissages aussi au cours des 3 prochaines journées. Merci à vous tous. Thank you all.